Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est une sagesse africaine que certainement vous connaissez, que nous vous convions à partager cet après-midi. Jeunesse, pourquoi? Parce que on a l'impression que les jeunes ne sont pas toujours aguerris ou avisés sur ce dont il faut faire. Et la vieillesse, malheureusement, elle a cette sagesse, mais malheureusement, elle ne sait toujours pas, elle n'a plus la force de se mouvoir, de se lancer, l'énergie et la vigueur qu'ont ces jeunes. C'est la pensée à laquelle nous vous convions cet après-midi dans le cadre de ce programme d'experts, l'émission de partage, d'échange, de valorisation des savoirs que regorge la société camerounaise. Installez-vous confortablement. Le temps peut être, à travers cette présentation, de découvrir qui se cache derrière l'invité de cet après-midi. Sa jeunesse et sa fraîcheur n'ont rien à voir avec le bagage qu'il traîne déjà par devers lui. La trentaine seulement passée, Patrick Maloum aura tout vu le temps d'une vie. Expert en résolution des conflits, il connaît bien la question pour avoir séjourné dans divers pays. Il aura donc touché du doigt le conflit de la RCA, du Darfour et de la Côte d'Ivoire. Pays voisin au Cameroun qui connaît en ce moment les affres des groupes terroristes. À peine retourné au Cameroun dans son pays natal, il y a moins de 2 ans, l'expert en sécurité à la tête de l'Organisation des jeunes leaders des Nations Unies va à la conquête du monde. Avec un discours fort, puissant et de raillement axé sur un retour aux fondamentaux, son plaidoyer a d'ores et déjà traversé les frontières de l'Afrique. Certes, qui veut la paix prépare la guerre. Patrick, lui, prêche pour un retour aux sources, c'est-à-dire aux identités des peuples du monde. C'est dans l'univers de cet homme que l'expert vous balade. Alors, vous l'avez certainement compris dans le cadre de cette autre sortie de la semaine, l'expert, votre programme, 15h, 16h, c'est désormais l'horaire sur votre chaîne d'information en continu. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bel et bien sur 7 News. Nous sommes situés à Yaoundé, c'est du côté du Carrefour Acacia, c'est dans la capitale du Cameroun. C'est là, c'est depuis cette base que nous émettons. Et je vais me retourner vers Patrick Maloum. Patrick, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes un habitué de la chaîne de télévision 7 News. Ok, merci. Et je profite de votre plateau pour adresser un bonjour particulier à vos multiples téléspectateurs et aussi mes condoléances à toutes les victimes du terrorisme en Afrique et à travers le monde. Alors Patrick, vous avez suivi cette présentation qui est faite de vous. On parle d'une expertise, un bagage que vous avez dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique. Vous avez certainement voyagé dans quelques pays pour voir. D'abord, qui est Patrick Maloum? Oui, Patrick Maloum est un jeune expert qui travaille sur les questions du terrorisme, les questions de la résolution des conflits, sur les questions d'intégration et de la redirection de la gouvernance et sécurité en faveur de la jeunesse, dans le but de créer un espace public assez serein, inclusif et qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de prendre activement part aux politiques de développement de leur pays et de stabilisation sociale. Lorsque les téléspectateurs, on a beaucoup d'étudiants qui sont assis derrière le petit écran et qui vous voient et demandent comment un jeune, la trentaine seulement comme vous êtes, avait fait pour avoir tout ce bagage que vous traînez désormais sur vos épaules. Ça s'est passé comment? Patrick est passé par quoi pour finalement avoir cette tête bien pleine dans ce domaine du terrorisme qui fait quand même beaucoup de ravages en ce moment à travers le monde entier? Je commencerai par dire déjà, et c'est ce que je l'ai toujours dit, il est important que les jeunes fassent la différence entre la profession et la vocation. Il est important que chaque jeune soit capable de répondre à l'appel qui lui a été divinement investi. C'est ce qui permettra pour nous de pouvoir construire une société où les hommes peuvent effectivement prendre part au développement de leur pays. C'est ainsi donc que moi j'ai choisi de répondre à l'appel. Et c'est un appel qui vient du fond du cœur. C'est pourquoi toutes les provisions sont rassemblées pour que je puisse accomplir cette mission. Alors dans ce cheminement, vous avez, quels sont quelques visages, quelques figures sur cet itinéraire des conflits, de résolution des conflits, du terrorisme? Quels sont vos idoles? Quels sont ces visages qui vous ont marqué sur ce chemin-là? Est-ce que vous avez quelques noms de quelques personnalités ou quelques qui se sont un peu érigés sur ce chemin comme vos idoles, vos icônes? Oui. Bon, je veux dire ici déjà que dans le cadre de la résolution des conflits que je mène, moi je suis beaucoup plus axé sur le domaine idéologique, sur le combat idéologique. Et en ce sens, il y a beaucoup de
figures qui m'ont marqué ici en Afrique. Je vais citer par exemple Nelson Mandela qui avait un très bon discours idéologique et c'est ce discours idéologique qui pouvait être un frein contre la propagation du djihadisme. Je vais citer ici peut-être Muammar Kadhafi, mais le constat que fait malheureusement, c'est que ce n'étaient pas des jeunes. Et c'est pourquoi maintenant, donc, j'aimerais m'inscrire dans une rhétorique nouvelle qui consiste à impliquer les jeunes eux-mêmes dans ce combat. Alors, vous avez travaillé récemment dans le cadre de vos activités, vous avez travaillé sur une thématique dans le cadre de vos études avec votre organisation. C'était quoi déjà le thème même de cette étude et sur quoi portait en réalité cette étude? Bon, l'étude en question portait sur le terrorisme et l'étude a intitulé exactement ainsi Jeunesse camerounaise face au terrorisme et au djihadisme vers une résilience inter- et intracommunautaire dans un contexte d'insécurité transnationale. Parce que si nous nous sommes rendus compte et nous nous sommes interrogés même, quelles sont les raisons qui peuvent amener un jeune à opérer des choix radicaux dans sa biographie personnelle au point de se transformer en bombe humaine? Ouais. Et c'est autour de cette question que nous avons fondé notre étude pour définir les motivations réelles. Et ces motivations réelles peuvent nous aider à combattre de façon durable le phénomène du terrorisme qui est soutenu par l'extrémisme violent. Et vous, le constat que vous avez fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut finalement guider des jeunes vers cette direction-là, vers ce radicalisme-là? Bon, le premier constat que j'ai fait, c'est que la plupart d'analystes se basent uniquement sur les causes sociales comme facteur principal d'extrémisation des jeunes. Or, au sortir de notre analyse, notre étude, on se rend compte que le facteur social n'est pas uniquement le facteur, ça fait même partie des raisons que nous avons qualifiées des raisons simplificatrices. Parce que nous sommes dit que les causes sociales, que ce soit la discrimination, le manque d'emploi, que ce soit la xénophobie, l'islamophobie, certes, elles peuvent accroître le processus d'extrémisation, mais ne sont pas les causes principales. Alors nous sommes allés au-delà de cela en démontrant que l'homme est un être de sens et de valeur. Et alors nous sommes partis pour interroger même l'existence de l'être, et c'est cette existence qui peut aussi, et qui sont même parfois les causes fondamentales même de l'extrémisation. La preuve en est que dans les pays comme en Europe, nous n'avons pas forcément les problèmes de chômage. Et on s'est aussi rendu compte que... c'est même à des degrés divers, quand bien même nous avons les mêmes problèmes. Bien sûr. Et quand on regarde les groupes tels que Daesh, ce ne sont pas les groupes la manque d'argent. Donc, ce sont les personnes qui sont nanties sur le plan matériel. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte. Et si c'est qu'on n'arrive pas à dénicher ces facteurs et à pouvoir opposer un véritable discours idéologique, nous n'arriverons pas à combattre durablement et efficacement cette question d'extrémisme violent. Alors, peut-être avant de poursuivre, pour approfondir cette étude que vous avez menée, je vous suggère que nous marquions un premier temps d'arrêt, que nous suivons la réaction d'un expert. C'est la première rubrique, à vous l'antenne. C'est tout de suite. Pour des raisons qui sont des raisons tactiques et des raisons qui sont des raisons stratégiques, Boko Haram ajoute les bombes humaines. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'augmenter le niveau de peur que ce groupe veut infliger au Cameroun comme État, aux autorités camerounaises ainsi qu'à la population camerounaise. Ce choix, il est lié au fait que ces personnes-là sont beaucoup plus contrôlables par l'endoctrinement. Elles sont contrôlables également par des techniques d'hypnose qui consistent en fait à les préparer par l'hypnose au sacrifice. Et souvent, quand elles sont prêtes, on utilise en plus des stupéfiants, de la drogue, pour être sûr que leur volonté de survie est effectivement annulée. Et par ailleurs, on voit que c'est une jeunesse, soit qui n'est pas formée, qui n'a pas été à l'école, soit qui a été dans un certain type d'école où elle n'a pas été sensibilisée et initiée à certaines valeurs, notamment des valeurs de tolérance, de respect de la vie, de liberté. C'est donc
en quelque sorte la chair de canon idéale, parce qu'en réalité on voit que toutes ces jeunes filles et quasiment même des enfants sont utilisés comme de la simple chair à canon. Sur le plateau de l'expert en compagnie de Patrick Maloum qui nous accompagne sur ce plateau dans le cadre de ce programme cet après-midi. Patrick, est-ce que vous partagez l'avis de cet expert? Il s'est prononcé sur un certain nombre de raisons qui peuvent amener les terroristes justement à se servir des jeunes, et pourquoi les jeunes même ce choix, cette orientation vers la jeunesse. Est-ce que vous partagez totalement les propos de cet expert, du professeur Onangini? Oui, je retiens deux choses de sa déclaration. Première chose, c'est que le terrorisme vise à créer la peur. Exactement. Bon, ça c'est vrai, mais j'aimerais qu'on puisse aller loin au-delà de cette réflexion, en disant que le terrorisme vise aussi et repose sur une idéologie qui vise à produire un message. Et le message du terrorisme capitalise sur les failles de la société, sur les manquements de la société, dont les frustrations et les défaillances sociales, la désespérance sociale qu'on vit en société. Le terrorisme capitalise, l'extrémisme violent capitalise là-dessus pour produire un discours idéologique apte à créer un environnement favorable dans lequel la commission d'actes terroristes devient intéressante comme un instrument d'activisme politique. C'est pour dire que si c'est qu'on se met d'un certain côté et qu'on développe une attitude subjective et émotionnelle en disant que les terroristes viennent uniquement pour créer la peur, on n'aura pas résolu le problème. Moi, je suggère qu'on se mette un peu du côté des terroristes et regarder la société comme elle regarde, comme ils regardent, en disant que certes, ils viennent, ils créent la peur, mais en même temps, ils viennent avec un message. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à enrôler beaucoup de jeunes. Donc, je veux dire qu'en dehors, en plus de la peur que les terroristes créent, parce qu'ils utilisent l'instrument de la peur, l'instrument de la mort pour faire passer un message, ce qui est plus important, et c'est là que je reviens sur la deuxième phase de sa déclaration, ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les jeunes, malgré cela, choisissent de migrer du camp des organisations terroristes. Et c'est là que je réponds en disant que je ne suis pas entièrement d'accord avec l'expert quand il fait comprendre que ce n'est que des raisons sociales. Je pense encore, et je le dis, que au-delà des raisons sociales, au-delà de l'ignorance et de la naïveté sur laquelle le discours terroriste peuvent capitaliser, je pense aussi que, comme je l'ai dit, l'être humain est un être de sens et de valeur. Et alors, quand le discours idéologique est en droite ligne avec l'existence des convictions personnelles, et je pense que ce discours peut produire des fruits. Et ça dit qu'on profite un peu de la situation de ces jeunes, ces milliers de jeunes qui vadouillent à longueur de journée, qui n'ont rien à faire. Est-ce qu'on profite de leur situation? Oui, dans les formations que j'ai eu à faire, j'ai eu à démontrer le cheminement qui mène vers l'extrémisme violent. Il y a un premier axe que j'ai présenté qui s'appelle l'axe du vécu. Bon, mais cet axe du vécu découle de ce que nous avons appelé les frustrations personnelles. Et ces frustrations sont alimentées par des manques. Et alors, j'ai fait comprendre que les manques là ne sont pas dus uniquement aux conditions sociales extérieures à l'individu, mais ces manques sont dus aux conditions sociales en interaction avec les attentes de l'individu et son investissement personnel pour obtenir ce qu'il attend. En d'autres termes, si j'ai investi et j'ai pu avoir un master, et maintenant, avec mon master, la société m'offre seulement, par exemple, le callbox. Je ne suis pas en train d'indiquer les callboxers. Mais cela dit donc que l'investissement que j'ai eu n'est pas en étroite collaboration avec ce que la société m'offre. Alors, automatiquement, ça crée une frustration. Et c'est donc la frustration-là qui peut nourrir les conflits. Donc, c'est donc dit que, en fait, ce n'est pas le manque, ce n'est pas les conditions sociales en elles-mêmes et uniquement elles qui peuvent créer le problème, mais c'est justement la relation entre ce que j'ai investi et ce que la société me donne en retour. C'est ce qui crée donc cette frustration. Parce que ça laisse croire, ça dénote d'une mauvaise gouvernance, ça dénote d'une volonté des pouvoirs publics de se désintéresser de sa jeunesse, et c'est cette frustration qui peut alimenter les processus d'extrémisation. Les téléspectateurs voudraient savoir où est-ce que votre étude a été menée. C'est dans quelle partie du Cameroun, dans quel quartier exactement?
Oui, bon, l'étude déjà, je veux dire que ce n'est pas une étude officielle. Oui. C'est pourquoi l'étude s'est intéressée sur les zones sensibles, les zones que nous avons déclarées zones à risque. Exact. Alors, nous étions au nord, nous étions à l'est, nous avons aussi touché la zone du littoral, au centre et à l'ouest. Et alors, nous avons travaillé sur un échantillon de 5000 jeunes. Oui. Et ces jeunes étaient répartis selon les classes sociales. Nous avons les jeunes de la rue, nous avons les jeunes du secteur étudiant, nous avons les jeunes des milieux religieux et les jeunes réfugiés. Bon, c'est avec ces jeunes-là donc que nous avons mené un certain nombre d'activités et nous avons défini un certain nombre de questionnements pour permettre à comprendre les véritables raisons, les raisons de fond, pour qu'on ne puisse pas dire que les jeunes sont forcément victimes du contexte social. Parce que rendre les jeunes victimes du contexte social, pour ma part, c'est les déresponsabiliser. Or, il faut que les jeunes soient capables d'être responsables des actes qu'ils posent. Ce n'est pas parce qu'il y a la pauvreté au Cameroun qu'on va dire que dans ce cas, il faut que j'aille détruire le Cameroun. Mais il faut qu'on aille plus loin, comprendre que cette pauvreté peut juste alimenter un discours extrémiste. Mais si ce discours extrémiste tombe sur un vécu qui est alimenté par une frustration, c'est-à-dire par des manques que je viens d'expliquer, et alors cela, ça peut effectivement être un déclencheur important dans le processus d'extrémisation. La méthode de travail, la technique d'approche pour aller vers ces jeunes, comment s'est-elle opérée finalement pour être productif? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, en l'occurrence notamment les jeunes de la rue, ne sont pas toujours très ouverts, prompts à se prêter à de tels petits exercices. Oui, je reconnais que nous avons rencontré pas mal de difficultés sur même pas mal déjà que beaucoup ont une prise de conscience inadéquate du phénomène. Peu savent que le Cameroun est en guerre, pour répéter les propos officiels du chef d'État qui disait que le Cameroun est en guerre, puisque nous observons les actes de guerre ici au Cameroun. Alors, dans ce cas, nous avons axé notre étude sur deux volets. Le premier volet, c'était une campagne de paix que nous avons appelée I am standing up for peace. Alors, quand on arrivait devant la population cible, on leur parlait de paix. On leur faisait comprendre qu'il faut développer les idéaux de paix, de tolérance, d'amour du prochain. Et alors, à la fin de cela, chacun devait lever un papier où s'écrit I am standing up for peace. Parce que nous sommes convaincus qu'en une minute, on peut détruire une vie, mais en une minute aussi, on peut construire une vie. Donc, il était question pour nous d'amener nos populations cibles à confesser la paix. Et alors, c'est dans cet élan que nous profitions pour poser des questions. Savoir, par exemple, est-ce qu'il sait que le Cameroun est en guerre? Et pourquoi le Cameroun est en guerre? Pourquoi est-ce qu'on peut attaquer le Cameroun? Quelles sont les raisons qui peuvent amener? Donc c'est dans cet élan déjà là, après avoir gagné la confiance de la population cible, que les questions étaient introduites, et aussi il y avait des formulaires qui étaient anonymés, qui étaient introduits, et ça a permis à ce que nous puissions recueillir les informations et toutes les données dont nous avons besoin. Mais finalement, dans ce sondage, vous avez senti des jeunes au parfum de cette guerre contre Boko Haram, notamment dans la partie septentrionale du pays, je veux dire la région la plus concernée qui est celle de l'extrême nord. Est-ce que vous avez senti des jeunes véritablement touchés par ce qui se passe sur le terrain? Parce qu'on a comme l'impression que la société camerounaise aujourd'hui est devenue une société qui manque un peu d'humanisme, un peu d'affection, où le problème des autres, comme certains disent ici au niveau de Yaoundé, ça concerne les autres. Oui, c'est ça vraiment l'une des plus grandes désolations, parce que je pense à mon avis que si nous voulons résoudre durablement ce problème de terrorisme, nous devons nous mettre, et c'est ce que j'ai dit dans l'étude, que la meilleure façon de comprendre la jeunesse, c'est de regarder le monde et l'époque de la jeunesse à travers les yeux de la jeunesse. Malheureusement, là-bas, au nord même, jusque-là, il y a une prise de conscience inadéquate. Beaucoup déjà ne prennent pas conscience du danger. Beaucoup ne manifestent pas une solidarité. Pour ma part, il est important de le dire afin de trouver des solutions durables. C'est pourquoi je pense qu'on doit pouvoir se libérer des discours émotionnels et des discours subjectifs pour adopter des approches objectives afin de venir durablement à bout de ce phénomène. Donc les jeunes ne manifestent pas vraiment une solidarité. On a l'impression que c'est le problème des autres, et ces autres même qui sont victimes, en réalité, donnent plutôt l'impression que c'est parce que je suis victime, c'est parce que mes biens sont attaqués qu'il faut que je trouve une solution pour me mettre à l'abri. Donc, on sent très peu le sentiment d'unité nationale.
On sent très peu. Et cela est davantage encore alimenté par la frustration dont je parlais, qui est une cause très fondamentale dans le processus d'extrémisation. Alors peut-être, avant de poursuivre ces déroulés de cette expérience, de cette étude sur le terrain qui a quadrillé, disons quoi, 5 grandes zones du Cameroun, un reportage nous est proposé par Christian Essimi, question un peu que ceux qui n'étaient pas avec vous lors de cette descente essayent de voir un peu à quoi ressemblait cette vaste campagne dont nous aurons l'occasion d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ce combat-là. C'est tout de suite dans cette rubrique Le Point. Le Point, c'est tout de suite. I'm standing up for peace. Comme on peut le lire sur ces affiches, la nouvelle campagne lancée par Patrick Moulom et son réseau des jeunes leaders des Nations Unies sur le territoire camerounais. Campagne lancée depuis 2015 pour sensibiliser les jeunes sur leur implication à une riposte citoyenne contre le conflit imposé par le mouvement terroriste de Boko Haram. Un événement que nos nations et le peuple camerounais ont traversé. Et c'est pourquoi je crois que la jeunesse, ayant compris cela, a décidé de faire un partenariat avec son peuple, avec son gouvernement. Écoles, plein air, assemblées religieuses, domiciles et mosquées sont pris d'assaut pour porter le message de cette campagne et qui, en moins de 3 mois, connaît une ascension fulgurante au point où les plus jeunes reprennent si bien le message en chœur. La jeunesse a compris qu'elle doit être inclue dans les politiques de résolution de conflits et de développement économique et social, afin de donner un nouveau paradigme et une nouvelle rhétorique pour que, dorénavant, on ne parle plus de l'Afrique des nations, mais que généralement on parle de l'Afrique des peuples. Il est donc opportun pour ce spécialiste dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, au regard de la situation sécuritaire que traverse le pays, que chaque citoyen soit avisé, voire même aguerri, quant à l'attitude à adopter pour faire front dans ce combat. Nous sommes en compagnie de Patrick Maloum dans le cadre de cette autre sortie de l'expert. Patrick, on a vu qu'à côté de cette étude que vous avez menée, il y a toute une campagne dénommée Standing Up for Peace. Est-ce que vous pouvez nous parler, on a vu quelques images là, mais pour ceux qui n'étaient pas là-bas, d'où est née cette idée de mener une campagne telle que vous l'avez si bien fait? C'est parti de quoi? C'est parti du constat selon lequel nous constatons une véritable désespérance sociale au sein de la jeunesse. La culture citoyenne et la culture républicaine sont en perte de vitesse dans notre pays, malheureusement. Et ça, il faut le dire, c'est la raison pour laquelle nous avons estimé important d'amener les jeunes à développer les idéaux de paix, de tolérance, d'acceptation et de patriotisme. Idéaux sans lesquels nous ne pourrons pas venir durablement à bout du terrorisme. Parce que si je veux faire comprendre que la guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre seulement militaire, elle n'est pas une guerre seulement sociale, mais elle est surtout une guerre idéologique. Parce que le moment arrivera, et comme c'est le cas maintenant, et je profite pour saluer nos forces armées, nous pouvons désarmer ces terroristes. Mais ce qui est aussi important, c'est que les cœurs soient désarmés. Si les cœurs continuent à être armés, on ne sera pas venu à bout de ce fléau. Et c'est pourquoi nous avons donc, au travers de cette campagne, donc, amené les jeunes à confesser la paix. Parce que ce que la bouche confesse, c'est ce qui va finir par se manifester. Donc, amener les jeunes à confesser dans la paix afin de pouvoir incarner ou même de pouvoir s'identifier même à ces valeurs de paix. Et pour ma part, c'est un travail qui porte ses fruits parce que nous avons été même au niveau des écoles maternelles, voir les enfants les plus jeunes, essayer d'inculquer les messages de paix, même sans comprendre ce que c'est, mais au moins quand même que ces jeunes commencent déjà à penser à construire des environnements paisibles. Nous étions dans les milieux religieux où nous avons... Vous avez dans des églises, des mosquées, dans des assemblées là. Oui, dans les assemblées et même dans les communautés maliennes.
c'est justement encore pour remettre sur la table la question de la revitalisation des liens transfrontaliers. Et nous avons estimé que c'est une valeur fondamentale même dans la reconstruction, dans la volonté de jeter les bases d'une refondation nouvelle de l'Afrique en vue de l'éradication de toute forme de conflit, notamment du terrorisme. Et nous sommes ravis que ce travail porte ses fruits. Vous l'avez fait pendant combien de temps, le déroulé de cette campagne ici? Il a pris combien de temps? Vous avez visité combien de régions dans cette campagne? Ce travail nous a pris pratiquement 2 semestres pour le faire. Il a fallu faire des tours et des tours auprès des communautés déjà pour accepter que ces communautés nous intègrent, pour permettre que ces communautés nous intègrent. Il a fallu qu'on fasse des tours et en plus de cela, il a fallu répéter à nouveau ce slogan pour que les cœurs commencent à s'ouvrir et que on puisse effectivement instaurer un dialogue inter et intracommunautaire. Mais les autres qui nous suivent depuis le début de cette émission voient quand même un jeune monsieur qui est ambitieux, qui a envie de porter le Cameroun et ce slogan de la paix sur ses épaules. Mais où trouvez-vous l'argent pour mener une telle campagne? C'est la question que beaucoup nous poseront en disant les jeunes sont toujours butés à cette grosse problématique de financement, même quand il s'agit de lancer une petite initiative. Où est-ce que vous avez trouvé de l'argent pour lancer cette campagne? Ok, cette question est vraiment très pertinente, mais nous n'avons pas réfléchi sur la question de l'argent. Nous n'avons pas réfléchi sur la question des moyens, mais nous sommes plutôt basés sur la question du résultat. Nous avons pensé qu'il est important que chaque être humain, et notamment moi, que puisse accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Et j'ai pensé que mon apport sera très important, aussi bien pour ma nation que pour l'Afrique tout entière. Et c'est cette motivation, c'est cette foi qui m'a donné l'énergie d'accomplir ce qui était pu accomplir. Et c'est pourquoi je profite justement de la question pour faire comprendre à la jeunesse que la jeunesse ne doit jamais se sentir victime du contexte social. Même aux États-Unis, nous avons des taux de chômage assez élevés. Même en Chine, nous avons des taux de chômage assez élevés. La crise économique frappe le monde entier. Et d'ailleurs que la couverture médiatique offre l'image d'une Afrique aux abois. Et alors si nous devons rester compter uniquement sur des moyens pour pouvoir jeter les bases d'une véritable identité africaine, pour ma part, je pense que là, ce sera une complicité inavouée avec le terrorisme. Il n'y aura donc pas de différence entre ces jeunes qui pensent comme ça et d'autres qui choisissent de se faire recruter dans les camps des terroristes. Mais moi, je pense qu'il est plus important de regarder aux moyens, aux résultats, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons plutôt concentré nos efforts sur le résultat, et le résultat produit ce qu'il est en train de produire. Et est-ce qu'il faudrait s'attendre à d'autres campagnes de ce type? Oui, je pense que nous allons approfondir cette campagne. Je crois que c'est un travail qui doit être fait de fond en comble. Déjà, il devait être fait depuis longtemps par nos pouvoirs publics, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, je pense que nous devons prendre la relève, nous, cette jeunesse-ci. Nous avons trop tendu la main vers les pouvoirs publics, mais il est temps maintenant que nous puissions nous comporter en responsables. Donc, c'est-à-dire que c'est une campagne qui va être approfondie. Nous repartirons vers les communautés, redonner encore le message de la paix. Nous repartirons vers les pays voisins, les communautés maliennes, tchadiennes, ainsi de suite, leur repasser à nouveau ce message afin de créer au niveau national, un véritable dialogue inter- et intracommunautaire. Et au niveau sous-régional, une véritable fraternité transfrontalière. Et je crois que quand cela sera fait, c'est un travail de longue haleine vraiment, mais quand cela sera fait, je pense que nous reviendrons à l'Afrique d'antan, l'Afrique pleine d'amour, l'Afrique pleine de convivialité, l'Afrique du panafricanisme. Depuis, on vous sent vous parler d'un projet que vous portez avec une petite organisation, avec une poignée de jeunes qui vous accompagnent au quotidien. Mais quels sont les rapports que vous entretenez avec l'État, avec les communes, avec toutes ces structures qui sont censées également porter ce cri qui est un cri noble? Oui, je vais dire déjà que le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, dont je suis coordinateur, est une plateforme qui regroupe pas mal d'entités de jeunes. Et alors ici, le but pour nous, c'est de permettre à ce que le jeune puisse se positionner comme un acteur véritable, un acteur social véritable sur lequel on peut et on doit compter.
Et alors, le partenariat que nous avons avec les organisations de la jeunesse, c'est de venir intégrer notre plateforme, partager les idéaux de paix et de reconstruction d'une nouvelle Afrique. Une Afrique que nous pourrons laisser à nos enfants demain. Et dans ce vaste projet, nous sommes bien évidemment partenaires de l'État, parce que moi je pense que dans la construction d'un véritable espace public, il appartient au pouvoir public de reconnaître l'apport des acteurs non étatiques. Et je crois que c'est ce que le gouvernement camerounais fait, c'est ce que l'Afrique fait. La preuve en est que nous sommes déployés sans problème. Nous n'avons pas rencontré les obstacles venant du gouvernement. Au contraire, nous avons rencontré les encouragements, puisqu'il y a les chefs communautaires qui nous ont rencontrés et qui ont marqué leur approbation, qui ont loué l'initiative. Donc je pense que c'est ce partenariat que nous menons et il est encore aujourd'hui plus que jamais plus important que les pouvoirs publics fassent front avec nous et pour qu'ensemble nous marchions main dans la main pour construire cette Afrique de paix. Pour construire cette Afrique de paix, certainement vous avez rencontré des difficultés sur ce chemin. Ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, on peut l'imaginer. Oui. C'était quoi les difficultés lors aussi bien de la mise en place de cette campagne que lors de l'élaboration de la mise en forme de votre étude? Ok. Bon, mais déjà aussi, c'est vrai que j'ai présenté seulement la situation sous un plan. Oui. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. La première difficulté, d'abord, elle est liée d'abord à la cible. La cible que nous avons rencontrée, moi, part, c'était une cible qui n'est pas suffisamment éduquée, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une question de prise de conscience inadéquate. Donc la cible n'est pas suffisamment éduquée. Les pouvoirs publics ne mettent pas assez d'efforts sur la question pour éduquer et réellement sensibiliser la cible. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que le combat contre le terrorisme est essentiellement en grande partie militaire et politique. Le quatrième problème, c'est que l'État a besoin d'avoir un ambassadeur. Et ça, je l'avais dit au cadre des Nations Unies, il est important que nous puissions avoir un ambassadeur jeune, c'est-à-dire une icône. Un jeune qui ait reçu l'onction et qui peut se positionner comme vitrine afin de parler et susciter l'adhésion des autres. Parce que l'un des problèmes que nous avons reçus sur le terrain aussi rencontrés, c'est que à certains moments, nous étions un peu en crise de légitimité. Les cibles devant lesquelles nous étions nous posaient à se savoir, est-ce que réellement le gouvernement peut récompenser vos efforts? Pourquoi vous déployez tant? Est-ce que le gouvernement peut récompenser? C'est une façon inavouée de dire que est-ce que vous avez l'onction et la légitimité pour le faire? Bon, était ça aussi justement le problème. Alors, au sortir de cette étude, nous avons envoyé les rapports au MINRES, à la présidence, et nous avons souligné ces problèmes qui malheureusement sont tombés dans les oreilles des sourds. Et comme d'habitude, notre gouvernement est resté muet devant l'urgence de la question de la stabilité sociale. Vous êtes jeune, vous êtes à la tête d'une organisation. On parle souvent d'une inadaptation, alors d'une immaturité des jeunes. Je prends un cas simple. Votre regard, votre vision sur la bataille, les luttes qui ont animé tout récemment le Conseil national de la jeunesse, qui ont fait finalement que cette instance qui était censée au niveau local, au niveau national, parler au nom de ces jeunes, puisse aussi perdre la face sur la scène publique. Votre regard de cette situation, c'est laquelle? C'est lequel? Au-delà même des batailles qui ont émaillé et qui ont jonché le mandat en cours du CNJC, oui. On peut même aussi citer justement l'émergence de cette crise, c'est la crise sécuritaire dans laquelle le Cameroun est en train de vivre, oui. A permis la mise en place d'une nouvelle idéologie, d'une nouvelle rhétorique des jeunes, qui consiste à marcher, soi-disant pour défendre un pays en situation de conflit, alors qu'en réalité, il s'agit surtout d'acquérir le pouvoir afin de l'utiliser comme instrument de pression pour faire aboutir les revendications d'ascension sociale. C'est donc dit que, en fait, je suis entièrement d'accord quand vous dites que les jeunes sont immatures, et je peux appuyer cet argument. C'est pourquoi, dans notre raisonnement, nous avons fait l'effort de ne pas trop montrer aux jeunes que
l'extrémisation est uniquement due aux conditions sociales, afin de ne pas faire de ces jeunes les victimes de la situation sociale. Donc, pour revenir donc à la question du CNJC, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas, parce qu'il y avait un conflit entre la légitimité. Oui. Il y avait un conflit entre la légitimité. Bon, ce qui fait donc que le président élu n'était pas trop crédible auprès de la jeunesse, parce qu'il était un peu trop distant des jeunes. Bon, ça, nous pouvons le comprendre. Et bon, mais le calme est revenu. Mais une fois de plus, cela dénote que les jeunes sont incapables de véritablement prendre les décisions dans un contexte comme le nôtre. Et c'est ce qui est vraiment dommage. C'est la question que je voulais justement poser. Est-ce que vous avez l'impression que ce Conseil national de la jeunesse parle véritablement au nom des jeunes? Sinon, à quoi sert votre réseau des jeunes leaders des Nations Unies que vous avez mis sur pied? Bon, déjà, nous venons déjà dans le cadre de nos activités, nous venons en appui au gouvernement camerounais et d'ailleurs même à l'Afrique. Bon, nous ne nous inscrivons pas dans une dynamique conflictuelle avec le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, nous reconnaissons son apport en tant que plateforme qui fédère les organisations de jeunesse au Cameroun. Mais malheureusement, ce conseil a été dilué dans ses prérogatives et dans son cahier de charges. Malheureusement, c'est ça la triste réalité du terrain. C'est que ce conseil ne porte pas suffisamment haut les préoccupations de la jeunesse, mais nous avons plutôt l'impression, comme je disais, que c'est un instrument qui est utilisé pour faire aboutir les revendications d'ascension sociale. Quand on est au conseil de la jeunesse, et surtout au niveau national, on utilise ce poste pour faire aboutir certaines revendications d'ascension sociale. Bon, c'est beaucoup plus, à mon avis, plus un lobbying qu'un véritable instrument de plaidoirie. Donc, j'appelle ici, donc c'est l'occasion pour moi ici de redéfinir les bases du Conseil national de la jeunesse et ainsi même que les modes de dévolution du pouvoir. Les modes de dévolution du pouvoir, il faut aussi qu'on puisse rediscuter là-dessus pour que le Conseil national de la jeunesse, qui est l'entité qui regroupe pratiquement 70% de la population camerounaise, soit véritablement une force de frappe pour faire inverser les décisions au profit de la jeunesse, au profit du peuple. Alors Patrick, avec votre permission et certainement celle de nos chers téléspectateurs qui nous suivent, nous allons encore prendre notre temps, marquer un autre temps d'arrêt. C'est la troisième rubrique de ce programme. C'est le reportage. Pommes de terre, intrants sélectionnés, sandales artisanales, tout semble parfaitement assemblé pour dégager les prémices d'une économie moderne comprenant des activités primaires, secondaires, tertiaires et même de recherche dans cette dizaine de stands installés à l'esplanade du Palais de Congrès de Yaoundé depuis le 8 août 2015 par de nombreux jeunes venus présenter au prétexte de ce salon international de la jeunesse les valeurs multiformes de cette tranche de la population dont l'espace public peut déjà être disponible pour discourir de leurs problèmes avec tout de même en toile de fond une redondance de remerciements sur les appuis multiples à eux concédés. Au départ, on a eu un accord d'appui moral et technique. C'est le seul appui qu'on a demandé au ministère, c'est-à-dire appui moral et technique. Parce que déjà, on sait qu'il ne faut pas demander les finances au ministère. S'ils veulent, ils vous donnent quelque chose. Donc, on a demandé un appui moral et technique. Ils ont dit, on est là, ok, on a travaillé, chaque fois on travaille, chaque semaine avec eux pour nous dire, faites ça, ne faites pas ci, faites ceci, faites ça. Et donc, pour dire tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec l'onction du ministère de la Jeunesse. Un fer de lance aux apparences dynamiques et intègres qui s'éloigne quelque peu de celui-là, placé cette fois-ci de l'autre côté de la rive et dilué majoritairement en zone rurale qui, loin des séminaires, conférences, forats de tout genre et dont les revendications restent enterrées dans les profondeurs d'un environnement hostile, dénué de toute forme de passerelle de communication et surtout d'infrastructures de base, est contraint de subir sans moyen de défense cette misère quotidienne. On n'a pas de lumière, on n'a pas de route, on n'a pas de gens pour venir souvent payer nos vivres. Nous souffrons trop, nous travaillons beaucoup, nous avons trop de vivres. Mais l'état de la route nous bloque à tous les niveaux. Donc pour nous les autres, nous avons trop de problèmes par rapport à ça. Si au moins la route était goudronnée,
Et aussi la lumière, les problèmes devaient au moins se limiter. Dudon de saisir avec assurance les plaintes de cette jeunesse au double visage, au double discours et surtout à la double réalité. Retour sur le plateau de l'expert. Alors Patrick, on a vu le reportage de Brice Ngolzo qui nous parlait d'un salon qui a eu lieu il y a, disons quoi, 2015. Vous y aviez pris part? Oui, c'était le Salon international de la jeunesse. Nous étions à la première édition. C'est un salon qui a été organisé par le réseau des jeunes leaders des Nations Unies en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse, sous l'impulsion d'une association du réseau qui s'appelle ACADER. Bon, mais le but de ce salon, c'était de repositionner la jeunesse au cœur des prérogatives, des priorités de la gouvernance économique, de la gouvernance sécuritaire et de la gouvernance sociale. Bon, le salon a effectivement eu lieu. Oui. Et ce salon a été, pour ma part, un succès. Et nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Et présentement, nous sommes en train de préparer la seconde édition. Alors, nous n'allons pas nous étaler sur cette question-là. Revenons un peu à notre jeunesse face aux défis qu'impose aujourd'hui cette grosse question du radicalisme. Il faut que, de plus en plus à travers le monde, dans le conflit en Syrie, on voit des jeunes qui sont enrôlés à travers l'Internet, à travers... Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes aujourd'hui par rapport à cette question du radicalisme? Le message, on a l'impression qu'il ne passe plus entre les parents et les enfants, ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il faut poser comme discours à la jeunesse camerounaise, africaine et mondiale? Parce que c'est devenu une grosse problématique aujourd'hui. Oui, déjà, ce que je fais comprendre déjà, c'est que pour que le discours soit efficace, il est très important de comprendre déjà quelles sont les motivations réelles, au-delà des motivations d'ordre social que nous avons énumérées ici, par exemple le manque d'emploi, la discrimination à l'emploi, la xénophobie, ainsi de suite, au-delà des motivations individualistes qui sont liées à la cyber-radicalisation, selon laquelle certains analystes pensent que c'est uniquement à travers le net qu'on peut radicaliser quelqu'un. Au-delà de cela, il y a d'autres motivations qui sont importantes. Et alors quand ces motivations sont comprises, là donc un discours peut être dégagé. Bon, mais je ne vais pas revenir sur toutes ces motivations, je vais juste m'attarder sur une motivation que nous avons appelée la motivation nihiliste. Nihiliste vient du latin qui veut dire rien. Ouais. Et c'est une motivation qui repose sur deux acceptions. La première acception qui présente le nihilisme vertical, qui démontre que l'action humaine n'a pas de fondement. Tout ce qui compte, c'est l'action venant de Dieu. Ouais. Et alors les personnes qui sont animées de cette motivation voient leur action comme instrument de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez entendre certains théoristes dire que je me tue au nom d'Allah. Là, il est animé d'une motivation nihiliste. Ça n'a rien à voir avec les motivations sociales. Mais aussi, il y a un nihilisme total qui démontre que l'action humaine ne vaut absolument rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de supra-Dieu. Généralement, ces personnes qui sont victimes d'une telle motivation sont parfois la conséquence d'un échec scolaire ou d'une difficulté à trouver un cheminement social dans la vie. Et on peut dire une grosse dépression. Justement, il y a les personnes qui sont animées de cette motivation. Donc, et c'est pourquoi je suis un peu d'accord avec un auteur qui s'appelle Leroy. Il a écrit un article, Al-Qaïda et le nihilisme des jeunes. Oui. Selon lui, le nihilisme est une cause fondamentale dans les processus de radicalisation. Nous sommes d'accord avec lui, mais ce n'est pas tout. Bon, mais puisque le temps fait défaut, on peut revenir sur toutes ces motivations. Mais ce qui est important à faire comprendre ici, et c'est ce que je dirais aux jeunes, quand je serai élu président du Parlement mondial de la jeunesse, je dirais aux jeunes, ce qui est important, c'est l'éducation à la culture de la paix. Et là, je vais définir ce que j'entends par éducation à la culture de la paix. Par éducation, on peut entendre vecteur de transmission de savoir, courroie de transmission de savoir. Mais la culture, quant à elle, elle façonne les contenus.
elle façonne les méthodes d'apprentissage et elle permet l'ancrage des valeurs universellement reconnues dans un cadre culturel proche de l'individu. C'est donc dit que la culture à la paix a 3 dimensions. Il y a une dimension philosophique dans laquelle l'homme est un remède pour l'homme. Ouais. La culture de la paix est en droite ligne avec la culture africaine même, qui préconise l'amour du prochain, qui préconise les valeurs de solidarité. C'est donc la dimension philosophique de la culture de la paix. Dans cette culture de la paix, il y a une dimension politique dans laquelle, qui permet d'ouvrir les espaces de confrontation entre les citoyens et l'État, qui permet de s'interroger sur le rôle même de l'État et le rôle des citoyens. Et maintenant, donc, il y a une dernière dimension, la dimension développementale, qui permet à ce que la science, le capital, la gouvernance soit directement centrée sur les peuples. Alors quand on va développer une véritable éducation à la culture de la paix, et alors on va donc éduquer les peuples à la paix dans les références culturelles qui leur sont proches, en termes de rituels, la façon de transmettre le message, en termes de contenu même du message. Quand cela sera fait donc, pour ma part, je pense que on peut se rapprocher d'une nouvelle idéologie qui va contrer l'idéologie extrémiste qui est apportée par les ennemis de la paix. On va se rapprocher de cette idéologie et on va construire un monde qui repose sur une idéologie de la paix. Voilà pour ma part le message que je peux communiquer à la jeunesse. Vous avez parlé d'un système d'éducation axé sur la culture de la paix. Dans un pays comme le Cameroun, est-ce possible de mettre en place une éducation de ce type? Et comment est-ce que cela peut s'opérer? Oui, je crois que c'est très possible dans notre pays. Alors même que l'État a encore des questions basiques à résoudre, les questions d'énergie électrique, les questions d'eau, d'assainissement, d'approvisionnement des populations en eau, d'infrastructures, de logement. Est-ce que l'État peut véritablement consacrer son attention vers ce pan de l'éducation axé sur la culture de la paix? Je crois que dans un contexte de crise économique, crise énergétique, crise sécuritaire, oui. Il est temps ici de remarquer que c'est une preuve que notre nation et même l'Afrique sont en pleine transition, en transition politique, économique et sociale. Tous les progrès de ce monde se sont toujours faits par transition. Et alors je pense qu'il est important de ne pas seulement voir cette situation sous un angle de fatalité, mais de comprendre par là que c'est une occasion maintenant de jeter les bases de la refondation d'une nouvelle Afrique. Parce qu'il est important d'ici que nous, les Africains ne se reconnaissent pas dans la conception judéo-chrétienne de l'État, tel que nous avons hérité de l'époque postcoloniale. Ouais. Et alors, c'est dans le moment donc de jeter cette base-là. Donc, je pense qu'il est extrêmement important. C'est pourquoi dans l'étude, nous avons parlé d'un contexte inter- et intracommunautaire, parce que nous voulons développer un dialogue déjà à l'intérieur des communautés et entre les communautés. Parce que l'Afrique, l'une des particularités des sociétés africaines sont les sociétés multi-ethniques. Et alors, si ce dialogue, et malheureusement, ces sociétés ont été divisées par l'héritage colonial à travers les frontières. Or, mais si ce dialogue est réellement instauré, je pense qu'effectivement, on peut développer une véritable éducation à la culture de la paix, pour ma part, qui sera extrêmement importante dans la lutte contre l'extrémisation pour la stabilité sociale et économique de notre pays, même de l'Afrique. Patrick, vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez bon nombre de pays africains. Quel est l'un des pays qui vous aura le plus marqué durant ces nombreux voyages que vous avez effectués en Afrique? Oui, c'est vrai quand même que la plupart des pays africains sont caractérisés par une instabilité. Une instabilité, justement. Et il y a une certaine accointance transfrontalière, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau social. Mais je veux dire ici que j'ai beaucoup plus été malheureusement impressionné par ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Oui. La façon dont j'ai vu comment on a instrumentalisé le concept de la nationalité pour pouvoir créer des conflits. Oui. Donc j'étais à la commission, à la coalition des organisations de la société civile de la Côte d'Ivoire, pendant qu'on instaurait la commission Dialogue et Vérité. Et j'ai compris par là que si on ne refonde pas véritablement l'Afrique et qu'on ne capitalise pas sur nos langues transfrontalières, sur notre identité, ce sera utilisé plutôt contre nous.
Malheureusement, ça s'est aussi reproduit en RCA. Ouais. Et on a l'impression que le schéma se reproduit partout en Afrique. Ouais. Donc le constat le plus triste, à mon avis, c'était celui de la Côte d'Ivoire, un pays où la société civile a quand même une certaine maturité. Ouais. Mais j'ai été vraiment surpris que cette société civile a été considérée, a été trompée de façon très naïve. Trompée de façon très naïve, c'est votre avis. Et maintenant, le Cameroun, est-ce que vous connaissez un peu le pays? Vous connaissez les 10 régions. De toutes les manières, c'est comme ça pour vous amener à la dernière rubrique de ce programme. Découverte, c'est tout de suite. Bertoua, capitale de la région de l'Est. Depuis quelques années, Bertoua est sorti de son enclavement légendaire. En effet, la ville a longtemps souffert de l'absence de route bitumée, la reliant à la capitale du Cameroun et donc de la partie sud du pays. Un cauchemar qui rentre peu à peu dans les oubliettes. Mais l'ouverture de Bertoua aura également fait découvrir aux gens d'ici le fossé monumental qui existe entre cette partie du pays et les autres capitales de région. Du coup, des langues se délient pour réclamer une plus grande attention des pouvoirs publics. Il y a d'abord le problème d'eau, puisque quand on parle même de l'eau, quand tu vois même nos eaux ici, là, surtout l'eau de la Sénèque, quoi. Oui, quand tu vois vraiment l'eau, tu n'as même pas l'envie de boire. Nous, on nous coupe le courant parfois 3 ou 4 jours, oui. Et à la fin du mois, on ne se rend même pas compte, on ne tient même pas compte de toutes ces coupures-là. On rencontre beaucoup de problèmes concernant les routes, concernant aussi les gens de la communauté urbaine. Il faut dire qu'ici, la saison sèche est particulièrement rude. La capitale du soleil levant porte bien son nom. Le nuage de poussière qui se lève vers le ciel, au rythme des mouvements des gros porteurs et taxi-motos, interpelle les élites du coin, souvent taxées d'égoïstes par les résidents de la ville. La ville de Bertoua, c'est une belle ville, malgré le fait que depuis que le comice a eu lieu à Bertoua en 82, il n'y a plus eu un seul mètre de goudron. Donc, heureusement, avec le financement qu'on vient d'acquérir, la communauté urbaine est en train de faire donc, un plan pour l'urbanisation de la ville. Malgré ces problèmes, Bertoua a bon espoir d'accélérer son développement. Les initiatives qui germent ça et là confortent la ville dans son ambition de devenir, dans un avenir proche, l'une des villes les plus attrayantes du pays. Nous avons effectué le déplacement comme ça pour la région de l'Est, notamment la ville de Bertoua. Vous la connaissez? Vous y êtes déjà allé là-bas? Oui, je me suis rendu pour former des jeunes justement sur la lutte contre l'extrémisme violent. Et comment vous avez trouvé la localité, les jeunes de là-bas, la mentalité? Bon, je trouve les jeunes une fois de plus déconnectés. Ouais. Malheureusement, le discours d'unité nationale, pour ma part, ne porte pas encore suffisamment ses fruits. Et c'est l'occasion ici de faire remarquer que c'est un discours qui doit être approfondi. Ça doit être un effort de chaque jour. Parce que l'esprit patriotique n'est pas suffisamment avancé. Et là-bas, c'est beaucoup plus l'instinct de suivi que j'ai remarqué et que j'ai vu auprès des jeunes. Alors Patrick, nous sortons là par cette rubrique très prisée par nos invités. La rubrique Les 3 dates. 3 dates qui vous ont marqué dans la vie, 3 dates qui vous rappellent bien des choses, 3 dates qui sont lourdes de signification. 2010, on commence par là. Que vous rappelez cette date? Oui, en 2010, j'avais été nommé responsable de la résolution des conflits au sein du réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Là-bas, c'était au Kenya. Ouais. Bon, ça m'avait permis de rencontrer quelques aînés dans la question qui m'ont beaucoup marqué. J'avais rencontré aussi la première dame de la Turquie cette même année. Bon, c'est une date pour moi qui inaugure de très beaux souvenirs parce que après avoir mis long sur les bancs d'études, on se pose la question, bon, mon avenir c'est lequel? Pendant que je pensais que mon chemin professionnel résultait de ma formation académique, oui.
Mais j'ai compris par là que la formation académique était un tremplin pour accomplir la mission qui m'a été divinement investie. Ouais. Et la date 2019 inaugure ce jour-là. 2015, c'est la seconde? Oui, 2015, c'est la seconde date. Bon, c'est cette date à laquelle j'ai été dans la shortlist au poste de président du Parlement mondial de la jeunesse. Oui, j'ai rencontré beaucoup de jeunes leaders en Afrique. J'ai vu le projet de société qui a été extrêmement pertinent. Ça a permis de me frotter à d'autres aînés, à d'autres cultures. Et ça ouvre effectivement mon champ de réflexion sur le projet de société que j'ai justement pour la jeunesse mondiale. Et 2016 finalement, nous sommes en 2016, pourquoi? Nous sommes en 2016, justement en 2016 je suis nominé au prix international Nelson Mandela. J'ai reçu cette nomination hier. Donc, félicitations. D'accord, merci. C'est dans le cadre toujours de la campagne I'm Standing Up for Peace. Ouais. Cette campagne qui, par la grâce de Dieu, traverse les frontières déjà. Donc, j'ai été nominé hier et je suis extrêmement content que l'année 2016 s'inaugure par une nouvelle comme celle-ci. Alors Patrick, avec nos téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est ici que va prendre fin ce programme. Nous vous disons encore merci et nous rappelons à tous les téléspectateurs que Patrick Maloum est un Camerounais. Il est parmi les 3 Africains nominés pour finalement postuler, représenter ce vaste continent dans cette élection du Parlement mondial de la jeunesse. Donc nous lui souhaitons bon vent dans cette voie et merci encore Patrick de nous honorer de votre présence sur le plateau de l'Expert. C'est moi qui vous remercie, je remercie vos multispectateurs et je salue l'Afrique. Merci mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est ici que prend fin ce programme de l'Expert pour cette autre sortie de la semaine. Nous comprenons finalement que nous avons fort à faire. Vous avez suivi le message de notre invité, ne baissez pas les bras, il faut toujours se relever, même après des échecs. En l'occurrence, vous les jeunes, il ne faudrait pas baisser les bras. Nous, notre message, nous sortons par cette citation. Ceux qui s'épanouissent ou qui font fortune sont ceux qui acceptent de se confronter aux choses pour lesquelles ils ne se croyaient pas être doués. À vous de faire votre petite idée, sachant toujours relever le défi que nous avons à relever au quotidien parce que vous en avez un. Nous ici, notre défi, c'est de vous amener un invité de qualité, de vous amener un expert qui puisse vous apporter de la valeur ajoutée sur ce que vous savez, mais surtout sur ce que vous devez savoir. Le rendez-vous, vous le connaissez, 15h, 16h sur 7 News. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes sur 7 News.